Le Pontacle, de Muda et l'Oignon. La théorie. Bien le bonjour. Cet ouvrage, construit sur les ruines de notre propre conscience collective, a pour unique ambition de vous ouvrir les yeux sur ce que le monde contemporain a créé de plus ambigu. Le Pontacle, le Pontacle, le Pontacle. Selon la définition citée ci-dessous, que je m'empresse de définir, un pontacle serait un humain sensible, bâtard, issu d'une relation anachronique et incestueuse entre certaines divinités mythologiques et des personnages plus ou moins historiques. L'exemple le plus flagrant est celui du Pontacle de Thèbes, plus communément appelé le Pontacle. Fils illégitime d'Antigone et de Pernanos, le vieux, le belliqueux, le religieux, le gastronome. Antigone, la fille de Circé et de Tintin, naquit en Autriche à l'âge de ses 7 ans. Poséidon, le dieu de l'amalgame, tomba follement amoureux de cette dernière en lui apprenant le patin à glace. Cette liaison torride de la glace et de l'amour provoqua des changements climatiques sans précédent, la chute de l'empire des dinosaures et le sacre de Napoléon. De l'effet papillon à l'effet boule de neige, la théorie s'impose dans l'impact. Antigone, apprenant l'ampleur du poids des choses, fut stupéfaite et créa alors pour noyer sa tristesse un enfant parsemé de joie. Le Pontacle, le Pontacle, le Pontacle, le Pontacle. La paternité de Pernanos reste obscure, mais nous nous en tiendrons à cette version afin de ne pas troubler les divers témoignages. À peine sorti de sa propre symbiose, le Pontacle hirsute tua sa sœur et lui creva les yeux. Pour Antigone, l'affront engendré devint le centre du monde. Pas une minute ne passait sans qu'elle cajolât le Pontacle. Et bientôt, la douce folie qui voguait dans son âme envahit les esprits. Du nord au sud-ouest, en passant par la France, le Pontacle se répandit telle une épidémie, chatouilla les papilles, agaça le gazon, grignota les orteils et les concepts creux. Au cours de sa petite enfance, le Pontacle grandit plus vite que ses prédécesseurs et dépassa rapidement l'âge de sa mère. En avance par sa taille, en retard sur les choses de l'âme, il était toujours le dernier sur le rap. À l'école élémentaire, son propre père Pernanos, plus communément appelé mon père par le reste des bambins, s'occupait d'obscurcir les consciences collectives à coups de sermons religieux au cours de catéchisme. À la récré, les camarades du Pontacle s'en donnaient à cœur joie. « Fils de curton dégénéré », disaient les uns. « Faillot puant d'excréments divins », disaient les autres. Le Pontacle était triste et seul. La rage commençait à grandir dans son estomac. La vengeance germait dans sa teub, dans sa teub, dans sa teub. Et comme chacun sait qu'une vengeance germée a besoin de soleil, celle du Pontacle fut mûre à point au début de l'été. Gorgé comme un fruit délicat, il devenait si mou qu'Antigone même n'osait plus le toucher, de peur de se tacher les doigts. L'échec scolaire. Ce matin-là, comme tous les matins depuis 39 ans, Pernanos se réveilla au son de la cloche de l'école. Habitué à cette odieuse sonnerie, il n'en grommela pas moins tout le temps que dura son lever. L'un après l'autre, ses longs pieds tordus émergèrent des draps, suivis de grandes jambes maigres et touffues, de genoux graveleux et de tout ce qui s'ensuit dans la logique anthropomorphique en vigueur. Évidemment, c'est sa tête qui sortit la dernière, découvrant un visage pernicieux marqué par les sillons rigolards de la vieillesse. Pernanos fit sa toilette, ses vêpres et ses ablutions, profitant comme tout autre des privilèges dus aux hommes de sa catégorie. L'évangile à la main, il enfila ses sabots et chaussa ses souliers, puis sortit, enfin. C'était, cette année-là, le premier jour, la rentrée des classes du 2 septembre.
tels des albatros transgéniques en quête de rapports éducatifs divins. Les enfants, dociles par contagion, allaient deux par deux vers leur lieu de culte, l'école Saint-Christophe de Tournon-les-Bains, au sein même de la contrée de Pétaouchnok-sur-Thèbes. Le rythme scolaire y était soutenu, Bernanos y veillait, au doigt et au chapelet. Le Pontacle, quant à lui, appréhendait toujours ce moment solennel post-haussien, et tout particulièrement le regard des autres bambins, camarades annuels de l'institution religieuse. Sa chère mère poule Antigone, après avoir lavé ses dindons, avait préparé les affaires de son fils. Son cartable tout neuf sentait bon l'étal du supermarché, et ses savates lavées de frais brillaient dans le soleil du petit matin. Armée d'un stylo 4 couleurs, la pauvre Antigone avait marqué à son nom tous les ustensiles du fiston, tandis que celui-ci rampait sous la table, tout à son appréhension. À l'heure dite de 8h moins le quart, il dut bien se rendre à l'évidence et se rendre à l'école. Déguisé en astronaute, il descendit à 8h15 de sa bicyclette, décidé à franchir le parvis d'une longue année médiocre, comme à l'accoutumée de sa solitude. Les premiers pas étant les plus difficiles, il fit un bond défiant les lois de la pesanteur et passa le seuil d'une seule traite. Mais badaboum, ouille, alala oulala, bim bam zouig aïe. Les huées méprisantes des puceaux commençaient à surgir. Le pauvre Pontacle, à peine avait-il rebondi, glissa grossièrement sur un lémurien posé là par inadvertance. La chute provoqua rire, jet de grossièreté, anxiété, psoriasis et crise de démangeaison. Il faut bien reconnaître que son rang social et ses erreurs de jeunesse mettaient le Pontacle mal à l'aise et anxieux. Cette anxiété provoquait toujours chez lui des troubles du comportement assez étranges à définir. Il était alors persuadé qu'une crise de psoriasis intense gangrénait sous sa croupe, entraînant de sa part moult grattages sur les parties les plus charnues de son anatomie. Durant ces crises, le Pontacle gigotait de manière intempestive et se dandinait comme une merde. Bien sûr, pour toutes les petites têtes de linotte de son établissement scolaire, cela donnait une raison de plus de se moquer outrageusement de leurs camarades hirsutes. Mais le plus désobligeant était que son propre père, lui-même, se foutait ouvertement de sa gueule, et qui plus est devant tout le personnel administratif des environs, et ce, à l'encontre des valeurs bibliques qu'il inculquait à ses chérubins. Bien qu'ulcéré par le comportement de ce fils indigne, Bernanos, après avoir ri grossièrement, n'eut d'autre choix que de l'envoyer à l'infirmerie, ainsi que le lémurien qui semblait avoir une crise d'appendicite. C'est dans la salle d'attente de cette mégère d'infirmière que le Pontacle découvrit, pour la première fois, l'amitié véritable. Le lémurien, qui en fait n'en était pas un, venait d'arriver à Tournon-les-Bains, envoyé dans cette école par ses parents dentistes. Assis sur un banc en bois d'acacia, dans la salle en lambris ordinaire, le Pontacle osa, et ce depuis la Saint-Glinglin, articuler des mots qui constituèrent une phrase sous forme interrogative. Le dialogue. Je ne t'ai pas causé de douleur trop intense ? L'autre, impressionné par la voix gutturale du Pontacle, éternua, poussa quelques soupirs et répondit : Non, 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 ne t'inquiète pas. C'est de ma faute après tout. Je n'aurais pas dû rester là par inadvertance. C'est que je ne suis pas de la région. On ne m'avait pas mis en garde. Pas de la région ? C'est étrange pour un lémurien, cria le Pontacle. Calmos, reste pépère. Car vois-tu, malgré les faux semblants et ma démarche hasardeuse, je ne suis pas un lémurien, mais un nouvel élève. Tu peux d'ailleurs m'appeler le nouveau. Mais mon vrai nom est Végéta. Abasourdi, le Pontacle bégaya son nom, fit une révérence
et son visage se fendit de ce qui ressemblait à un sourire. Tout émoustillé d'une sensation qu'il ne connaissait pas, il gambada vers la salle d'opération, où l'infirmière le ligatura, brancha des électrodes et des prises Péritel, tout en récitant le 3e verset de la 5e symphonie du nouveau boléro de l'Ancien Testament. Ce brusque retour à la réalité, loin de désespérer le Pontacle, renforça au contraire la certitude obscure grandissant dans son cœur. Vegeta était son ami, mais il avait néanmoins besoin de rubans adhésifs pour couvrir ses plaies. Le début de l'amitié. La cloche sonna, de structure post-récréative, à 10h42. Installé droit comme la justice divine sur la chaise de son bureau, l'encrier céleste trônant sur la table, les élèves attendaient leur professeur d'algèbre, un gros. Le Pontacle et Vegeta, essoufflés et couverts de mercurochrome, s'étaient assis côte à côte, à l'extrême centre de la salle. Contrairement à toutes ces dernières années fastidieuses, notre cher Pontacle avait cette fois-ci un congénère assis à ses côtés, à sa droite, en face de son coude, sur une chaise vilaine, un véritable camarade de classe. Le Pontacle se répétait sans cesse dans sa petite tête hideuse. « J'ai un copain, un bon copain, un vrai copain, rintintin. » en essayant d'imiter Renaud Séchant. En effet, Vegeta était là, grand et nonchalant. Le reste de la classe chahutait en chuchotant des chuchotements, chatoyant le système nerveux, méritant châtiment. Ils allèrent même jusqu'à insinuer que les rapports amicaux de nos deux confrères frôlaient l'homosexualité infantile. Le Pontacle, ne comprenant pas, devint vite agacé, puis nerveux et outré. Et, comme de bien entendu, pullule le psoriasis quand les nerfs sont tendus. Aussitôt, une nouvelle crise de démangeaison lui valut un 2e passage à l'infirmerie, malgré son amour pour l'algèbre. L'autoroute du confort. Les jours passaient tels des autos sur l'autoroute du confort. La suite de l'amitié. Cette nouvelle amitié était telle un soleil, et le Pontacle en oubliait presque son besoin de vengeance. Il lui arrivait même d'être heureux et de jouer au ballon. Vegeta lançait la balle, le Pontacle rattrapait la balle, une parfaite symbiose. Cependant, notre héros ne tarda pas à se rendre compte que quelque chose clochait dans la membrane interne de son ami. En plus de ses pensées libertaires et de sa nonchalance, Vegeta semblait atteint de troubles intrinsèques à son comportement, une névrose bizarre. Par exemple, Vegeta collectionnait les peupliers. Il avait commencé par les trier par nombre de feuilles, mais fut vite découragé par ce système, étant donné les feuilles qui tombaient, celles qui poussaient, sans parler des demi-feuilles et des millefeuilles s'accumulant sur son palier. Son besoin de sans cesse trier, classer, ranger et retrier, les feuilles et les choses, les phrases et les mots, l'amour et les motos et les mots bleus, le gouda de jadis, 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 le gouda de jadis. Tu me cours sur le haricot, déclara un jour le Pontacle, à sans cesse étiqueter les étiquettes, à cataloguer les catalogues, de l'enfance à la mort. Mais j'en ai besoin, bougre de pute, et trompuant mon bel ami, répondit Vegeta, lyrique. J'en ai besoin pour donner à ma vie une réelle impression d'existence, car l'absurde destinée me demeure inconnue. Notre doux Pontacle n'était pas de cet avis. La vie a besoin de mystère, d'étonnement de la chair, de surprises éphémères.
La vie est un caillou, avec ou sans syntaxe. Convaincu par sa prose, muet d'admiration et de pensées honteuses, Vegeta décida d'heureux chef que la vie était belle et qu'il fallait en profiter. C'était là une pensée obsolète, mais l'incongruité de son existence était telle que, sans attendre, il prit sur son dos son ami et sortit dans la rue. L'amour qu'éprouvait le Pontacle pour Vegeta était tel un volcan. Mais la réciprocité était encore plus flagrante. Leurs sentiments, unis sur le fleuve des angoisses, se dissipaient sur les rives du bonheur à l'avenir sincère, mais fragile. La névrose de Vegeta, qui le poussait jusqu'à trier même les sentiments amicaux, rendait son ami perplexe. Cette névrose fut durement et mollement analysée par moult scientifiques et psychologues durant des années obscures. Les analyses qui en découlèrent furent transcrites sous forme de textes, non moins sombres, et enfin retransmises à des étudiants libidineux dans les universités sous le nom de syndrome de Vegeta. Ce syndrome fut plus vulgairement utilisé pour désigner tout être humain atteint du trouble d'Excel, considérant le tableur informatique comme compensation à un manque de sérotonine et de capacité d'intégration. Mais bref, nous nous éloignons comme des fusées de notre sujet de prédilection, le Pontacle. Un Pontacle serait un humain sensible, bâtard, issu d'une relation anachronique et incestueuse entre certaines divinités mythologiques et des personnages plus ou moins historiques. L'exemple le plus flagrant est celui du Pontacle de Thèbes, plus communément appelé le Pontacle. Fils illégitime d'Antigone et de Pernanos, le vieux, le belliqueux, le religieux, le gastronome, le gastronome, le gastronome, le gastronome. La démence d'Antigone. Le père et la mère du Pontacle constituaient un couple qui, en une entité indirectement entière, créait un unique lien de parenté avec leur fils, celui de parents. Tandis que le fils grandissait, les parents régressaient. Pernanos, floué dans ses tentatives d'éducation populaire, ne vivait plus que pour son hobby favori, Dieu. Il allait jusqu'à s'agenouiller plusieurs fois par jour pour lui prouver son amour. Antigone, quant à elle, était en train de devenir complètement timbrée. Sa situation de grillon du foyer, le délaissement de son mari et la marginalisation de son fils lui couraient sur le haricot. Et, de cause à effet, elle tomba malade, d'une maladie qu'on ne saurait nommer étant donné sa complexité orthographique et médicamenteuse. Elle fut contrainte de quitter le foyer conjugal pour aller s'installer confortablement dans un terrible hospice infesté de rats. Ainsi, les jours passaient et se ressemblaient comme des haricots. Chacun menait à son aise ses activités habituelles. Pernanos priait, confessait et cuisinait des haricots. Le Pontacle souffrait, Antigone hurlait, Vegeta végétait. Les haricots de Pernanos cuisaient lentement dans une casserole, mais cela n'a réellement aucun intérêt, d'autant plus qu'ils eussent cuit tant et tant qu'ils devenurent immangeables. Non contente d'échapper à ses prérogatives de femme au foyer, Antigone, rendue obèse par les aléas de la vie, se prélassait dans ses grands draps gris, lorsque toute la petite famille vint lui rendre visite ce dimanche matin-là, à l'hôpital. Toute la petite famille désigne en fait Pernanos et le Pontacle, car bien qu'Antigone en fasse partie, il eût été compliqué qu'elle se rende visite à elle-même, étant déjà là. Pernanos grommelait, soucieux d'avoir loupé la messe et ses sermons préférés. Le Pontacle grommelait, mais nous ignorons à ce jour pour quelle raison. Aurait-il grommelé s'il s'était douté du triste chemin que prendra ce chapitre? Certains diront que non, d'autres diront d'autant plus, et d'autres encore hausseront les épaules, penauds et sans doute égarés. Mais étant donné la courbure temporelle, qui, du moins pour l'instant, ne permet aucun retour en arrière, ni projection vers l'avant, il faut bien admettre que la question ne se pose pas,
et qu'il est inutile d'en débattre plus longtemps. Chapitre macabre. Ce fut pour le Pontacle la dernière fois qu'il vit sa chère mère, et étrangement, ce fut aussi pour Pernanos la dernière fois qu'il vit sa femme. Comme quoi, les liens familiaux sont paradoxalement intrinsèques aux relations familiales. La maladie qui rongeait Antigone était incompatible avec le phénomène vital qu'est la vie. Antigone allongée, le Pontacle debout à ses pieds, tous deux formaient dans la chambre d'hôpital un angle droit parfait, une perpendiculaire admirable qui eût plu à Pythagore. Pernanos, rabougri dans un coin, dénotait de la pureté géométrique de l'instant, mais après tout, on ne peut pas en vouloir à un prêtre de se rabougrir. Non, non, non. C'est alors que la malade se mit à agoniser véritablement. Jusque-là, il est vrai, elle n'allait pas trop mal finalement. Dans un ultime soubresaut, Antigone sortit de sa poche un objet et tout en le tendant au Pontacle, déclara tragique. « Prends courage, vis. Pour moi, mon âme est déjà partie et ne sert plus qu'aux morts. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Ainsi survint la mort. Quoique peu original, la mort est un phénomène radical, voire obligatoire, voire obligatoire, voire obligatoire, voire obligatoire, voire obligatoire. Antigone, la fille de Circé et de Tintin, qui naquit en Autriche à l'âge de ses 7 ans, et dont Poséidon, le dieu de l'amalgame, tomba follement amoureux en lui apprenant le patin à glace, provoquant des changements climatiques sans précédent, le sacre des dinosaures et la chute de l'empire de Napoléon, mourut le 18 février. Ce fut la mort d'Antigone. Triste réalité. Réalité céleste, où son âme se confond aux nuages de la mort. Jamais Antigone n'avait connu de telles sensations. Le néant désormais constituait son avenir, laissant tout derrière elle. Son fils, son mari, son amertume, ainsi que tous ses meubles en bois d'acacia. Il nous est bien sûr très difficile de vous décrire en détail le sentiment mortifère d'Antigone, qui nous est inconnu du fait même de notre vivacité. Mais nous allons tenter cependant de vous le décrire en 3 lieux communs. 1. Disparition. 2. Élévation. 3. Absentéisme. Prends courage, vis. Pour moi, mon âme est déjà partie et ne sert plus qu'aux morts. Telles furent les dernières paroles d'Antigone à son fils. Une certaine touche d'espoir. Rocking Squat, 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. L'objet, l'opinion de Végéta. Antigone était morte, donc, et avait offert un objet à son fils, sur son lit de mort, donc. Tout guilleret dans sa tristesse, le Pontacle s'en alla chez son ami Végéta pour lui offrir l'artefact en question. Mais devant ce présent, Végéta médita et déclara : J'ai le goût des belles choses comme des plus odieuses, mais cet objet ne me servirait en rien. Il s'intègre mal à l'homogénéité de ma collection. De plus, il n'est guère inventoriable. Garde-le.
Ainsi, le Pontacle abasourdi, qui n'avait jamais rien gardé pour lui-même que sa rancune, se trouva propriétaire, et ce, paradoxalement, à cause de Vegeta, pourtant convaincu communiste. L'objet, une utilité réelle. L'objet acquis se révéla d'une utilité réelle, surtout lorsque Père Nanos rentrait du travail. En effet, fatigué par la France, il contemplait l'objet de son fils transmis par sa mère qui le lui avait donné auparavant. L'objet devenait alors d'une réelle utilité, après la journée de travail du père fatigué par la France et par sa journée de travail. La débandade. Le lendemain, tous deux retournèrent à l'école Saint-Christophe de Tournon-les-Bains, chacun sculpté dans sa propre statue sociale. Le Pontacle était triste, mais ne laissait rien transparaître, hormis un transpalette, dissimulé sous le préau d'un souvenir maternel. Père Nanos commença son service à 7 heures, son chapelet dans la main et sa main dans son froc. Lui aussi était triste, triste comme un curé. Il broyait du noir, triturait du marron et dépeçait du vermillon. Il aimait encore sa femme, malgré le fait qu'elle était morte. Oui, sa femme était morte, hélas. Belle Antigone, amoindrie sous la crasse de sa croûte dans son cercueil lugubre. En contrepartie, son fils commençait à lui courir sur le haricot. Il en avait ras la casquette de ce rejeton à la mort moelleux. Les deux créatures, esselées et désorientées par l'absence d'Antigone, s'enfonçaient peu à peu dans une moiteur lugubre. Par un effet d'autoflagellation égoïste, chacun se renfermait dans sa propre douleur. Père Nanos et le Pontacle ne se parlaient plus, reclus chacun dans un coin de l'appartement, tourmentés pour eux-mêmes sans effort de partage, comme le font deux partis politiques. On dira qu'après tout, cela ne changeait guère leurs habitudes, mais le désintérêt de Père Nanos pour son rejeton allait jusqu'à ne plus l'accepter en classe. Aussi, au bout d'un mois et quelques brouettes, le pauvre Pontacle, devenu abruti par un manque probant d'éducation, tomba dans l'alcoolisme. Il errait, hagard, entre les tranchées domestiques, volant la nuit le vin de messe qu'il mélangeait à du mercurochrome pour panser ses blessures. Il était plus laid que jamais, boursouflé de boursouflure. C'était un déchet, une véritable merde. Le gosier de notre protagoniste devenait bleu, son nez devenait rouge, ses jambes devenaient molles. Il était faible. L'alcool est un désastre pour la jeunesse et provoque l'alcoolisme. Ne cessait de lui envoyer par texto l'infirmière de l'école pour le mettre en garde, mais c'était déjà trop tard. Dès le réveil, le Pontacle buvait un grand verre d'eau de vie. Son père, pensant que ce n'était que de l'eau bénite, encourageait son fils à continuer. Les voix de Dieu doivent pénétrer en priorité par les orifices buccaux, rabâchait-il sans cesse. Mais en réalité, Père Nanos se moquait bien du sort de son fils, qu'il considérait maintenant comme une erreur de la vie. Cette période était bien triste, et il ne cessait de pleuvoir de la pluie, recouvrant le cadavre encore froid d'Antigone. Antigone, la fille de Circé et de Tintin, naquit en Autriche à l'âge de ses 7 ans, et mourut un mardi en donnant un objet. L'objet en question demeurait un mystère pour le Pontacle. Il ne savait pas quoi en penser, et moi non plus. L'objet.
Le Pontacle n'allait plus à l'école depuis le jour où il découvrit les joies du calimucho. Le calimucho est un doux cocktail aux arômes sucrés, mélange de cola et de piquettes bon marché. Le Pontacle en raffolait. Il aurait vendu son âme au diable pour en avoir, ce qui énervait beaucoup son papa, qui était contre. Vegeta s'inquiétait beaucoup de ne plus voir son ami en classe et pleurait des larmes de communiste, rouges et amères, rouges et amères, rouges et amères, rouges et amères, rouges et amères. À chaque fois qu'il croisait le Pontacle, entre les lignes, dans le caniveau ou en sortant de la piscine, ce dernier marmonnait des propos problématiques, en serrant dans ses bras malingres l'objet offert par Antigone. Dans l'esprit de Vegeta, habitué aux sophismes de tout genre, les choses étaient claires. Ce n'était pas tant la mort de sa mère qui rendait son copain misanthrope, mais bien l'objet, maléfique par nature et superflu de surcroît. Son sang ne fit qu'un tour, en dépit de son habitude à en faire 3, à en faire 3, à en faire 3, à en faire 3. l'objet, la cause du grabuge. C'est ainsi qu'un beau jour, Vegeta traversa la route à pas feutrés et sonna à la porte derrière laquelle habitait le Pontacle. Ce n'est pas le Pontacle qui ouvrit, mais Pernanos, hagard. Il dit bonjour et dit qu'il venait voir le Pontacle, son copain, en criant car le prêtre avait l'air dur d'oreille. Le vieil homme désigna un coin sombre de la pièce, dans lequel se trouvait le copain en question, gluant de solitude. Lorsque Vegeta s'approcha, le Pontacle eut un vif sursaut et cacha dans sa poche quelque chose qui traînait à côté. Vegeta avait eu le temps de le voir. C'était l'objet. Oui, l'objet. Malgré tous ses bons sentiments, il se sentit entrer dans une fureur resplendissante. Il hurla. Abasourdi, notre petit Pontacle, l'essence brouillée par des litres de matière fermentée de toute espèce, hurla à son tour. Les borborigmes des deux amis se mêlèrent bientôt à la clameur assourdissante de Pernanos, qui récitait des versets de l'Évangile pour calmer les esprits. Le tumulte était tumultueux. Vegeta se jeta sur le Pontacle pour lui prendre l'objet, criant à tue-tête. La bataille fut époustouflante dans la poussière du parquet. Elle dura quelques heures, jusqu'au moment où un cheval curieux s'interposa. Il le regardait, de ses yeux tristes, en frémissant des naseaux. Sans chercher à comprendre, le Pontacle profita de l'aubaine pour prendre la tangente, prendre le large, prendre la poudre d'escampette. Il prit aussi l'objet, sauta par la fenêtre et s'enfuit dans la nuit en gargouillant des insanités révoltantes. Pernanos emmena Vegeta et Cheval au cirque pour les consoler, pour les consoler, pour les consoler, pour les consoler. La lugubre grotte. Le Pontacle s'était réfugié dans une grotte. C'était un refuge humide à point et sombre à point nommé. C'était grotesque. Ainsi, le Pontacle passa du stade d'alcoolique à celui de réfugié.
mais il reste malgré tout le héros de cette histoire. Il dodelinait dans l'ombre, grignotait ses oreilles et tournait dans ses mains l'objet, dernier vestige de sa mère Antigone, pauvre Antigone. La nuit fut relativement longue, et quiconque d'autre que le Pontacle se serait ennuyé ferme ou se serait endormi. Mais le Pontacle ruminait, et quand on rumine, le temps passe bien plus vite, comme quand on rigole bien. Soudain, dans la lueur blafarde du petit matin, le Pontacle remarqua une excroissance peu banale à l'une des extrémités de l'objet. Après une analyse plus approfondie, il se rendit compte que c'était un loquet. De son doigt biscornu et tremblant, le Pontacle tourna le loquet et l'objet s'ouvrit en deux. Après une analyse plus approfondie, il se rendit compte que l'objet était en fait une boîte. Une boîte est un objet créé pour ranger d'autres objets, ce qui, malgré la redondance de la description, est en fait fort utile. L'objet à ranger dans la boîte doit être plus petit, sinon il ne rentre pas. Prenons par exemple un objet X. X doit être de taille inférieure à la boîte Y. Ainsi, si X est inférieur à Y, il est même possible de déposer dans Y un autre objet, Z, mais ce, à condition que Z soit inférieur à X plus Y. Nous obtenons donc l'équation suivante, considérant F comme l'ensemble des objets. F égale Y plus X plus Z. Ce qui nous donne F, un seul objet comprenant l'ensemble de 3 objets de taille différente. Remarquez que le présent calcul est applicable quel que soit le nombre d'objets à ranger, tant qu'ils tiennent dans Y, c'est-à-dire la boîte. Ainsi, un seul ensemble F est plus simple à transporter que 3 objets, X, Y et Z, étant donné que l'être humain n'est pourvu que de 2 mains, allez savoir pourquoi. Attention cependant, pour que Y soit considéré comme une boîte, il doit être creux. La présence d'un couvercle et d'un loquet est accessoire, mais préférable. Ajoutons que pour les objets de matière molle, malléable ou pliable, la surface à ranger dans Y peut être divisée par son propre pouvoir de rétractation. Bref, la boîte du Pontacle, cependant, était vide, aussi vide que l'ensemble moléculaire d'une molécule absente. Le Pontacle se prit alors à réfléchir sur la portée philosophique du néant. Si le néant existe, cela implique-t-il que l'infini n'existe pas? Si l'infini n'existe pas, quelle est alors la réelle dimension de l'univers? Si l'univers a une dimension réduite, qu'y a-t-il en dehors? S'il n'en est rien, est-ce que la cantine restera ouverte pendant les vacances scolaires? Si l'absence d'alimentation entraîne la mort, pourquoi mourir? Et pourquoi se nourrir? S'il n'y a rien après la mort, où passerons-nous les vacances? Pourquoi tant de gens quittent Tournon-les-Bains pour aller travailler à Moscou? Peut-être que le pouvoir d'achat y est plus conséquent. Peut-être qu'en Russie, les citoyens ne croient pas au néant? Pourquoi la Russie est-elle si grande? Et pourquoi cette boîte est-elle si vide? Cela était vraiment étrange. Antigone, sur son lit de mort, avait offert une boîte vide à son fils. Qui plus est,
une boîte moche, une boîte moche. Le Pontacle ne comprenait pas. Seul dans sa grotte. Il se sentait bien seul dans sa grotte. Mais il n'était pas vraiment seul, puisqu'il y avait la grotte avec lui, et la boîte vide. La grotte, elle, n'était pas vide, puisqu'il y avait le Pontacle dedans avec sa boîte, qui elle était bien vide, avec rien dedans, rien du tout. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être que c'est la boîte en elle-même qui a de la valeur, et non l'absence de son contenu, se dit le Pontacle en se grattant l'ombilic dans les limbes de sa grotte. Peut-être que maman a juste voulu m'offrir quelque chose, et qu'elle n'avait rien d'autre sous la main. Peut-être que la boîte a une valeur sentimentale? Est-ce que les sentiments de maman envers moi sont une métaphore de la boîte vide? Tant de questions se bousculaient au portillon qu'il en était incapable de dormir. Le Pontacle ne dormirait plus tant qu'il ne trouverait pas la réponse à l'énigme de la boîte. TLMB PSP. Pendant ce temps-là, Père Nanos et Vegeta jouaient à Tout le monde veut prendre sa place online, en ne se souciant guère du Pontacle qui croupissait dans la croûte, la glotte asséchée dans une grotte asséchée. Mycardis. Une femme va incessamment sous peu faire son apparition dans cette histoire. Il était temps, car après la mort d'Antigone, toute cette histoire devenait un peu trop masculine, voire ambiguë. Cette femme, elle s'appellera Mycardis. Ça y est, elle est citée, donc présente. Elle s'appelle Mycardis. Quel doux prénom, aux consonances alsaciennes et médicamenteuses. Je ne vous ferai pas de description physique de Mycardis, car je n'arrive pas à la visualiser, et mon imagination est partie à Orléans. Bref, Mycardis est une assistante scolaire spécialisée dans les boîtes. L'assistance. Mycardis avait beau être assistante scolaire spécialisée dans les boîtes, ce passe-temps était loin d'être sa vocation. Mycardis était spéléologue, avant tout, et sa passion des grottes l'avait menée tout simplement à celle des boîtes et des enfants. Depuis des heures que le Pontacle philosophait sur l'existence même de son être et des continents obscurs à l'est de la France, Mycardis l'observait avec circonspection, pensant être en présence d'une stalagmite anthropomorphe de premier choix. Le Pontacle, tout absorbé dans ses rêveries métaphysiques, ne l'avait pas entendu toquer à la porte. Car oui, Mycardis toqua à la porte de la grotte, cherchait la contrepétrie. Ce n'est que lorsqu'il éternua bruyamment qu'il entendit un cri de stupeur qui le fit se retourner dans son caveau. En se retournant, il vit une femme. Et comme il en avait vu peu, et ce depuis longtemps, il balbutia en bafouillant. « Mais qui êtes-vous » ? Je suis Mycardis, répondit la femme. Eh oui, c'était Mycardis, l'assistante scolaire, qui, comme je vous l'ai décrite plus tôt auparavant, est petite, rondouillette,
belle et noire. Je suis Micardis, Ajouta Micardis. l'assistante scolaire. Je suis petite, rondouillette, belle et noire. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? En disant cela, elle tâtait le cuir chevelu du pontacle, stupéfaite du manque de concrétion calcaire de cet organisme. Je suis le pontacle, un humain sensible, bâtard, issu d'une relation anachronique et incestueuse entre certaines divinités mythologiques et des personnages plus ou moins historiques. Micardis, certes gênée de sa méprise, mais pas confuse pour un sou, éclata de rire en lui avouant l'avoir pris pour un spéléothème ambitieux. Le pontacle, qui préférait les monologues aux géologues, haussa les épaules avec un reniflement méprisant. Qui que je sois, grogna-t-il, cesse de m'importuner. Laisse-moi tranquille, fous-moi la paix, lâche-moi la grappe et file-moi tes baskets, 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 file-moi tes baskets. Après cette fâcheuse diatribe, il referma la grotte en lui claquant la porte de lui-même. Poil au cul. En tant qu'assistante scolaire, certes petite, rondouillette, belle, noire, et exerçant à contre-cœur ce métier de bourreau d'enfants, Micardis ne se laissa pas abattre. Certes, on achève bien les chevaux, mais on n'abat pas les employés de l'éducation nationale aussi facilement que cela. Après l'avoir amadoué avec des biscuits bon marché et quelques canettes de bière de contrebande, l'assistante scolaire s'approcha du pontacle. Celui-ci sentit resplendir sur lui toute l'attention de la lampe frontale de Micardis et, à bout de nerfs, exhiba la boîte comme on avoue sa duplicité. Comme le dira plus tard Leibniz, en repensant à toute cette histoire, il y a dans chaque fait un dessein qui nous dépasse tous. Mais tout de même, le hasard fait bien les choses. Qui eût cru qu'un pontacle dans une grotte, avec une boîte, tombe dans une grotte avec une boîte, sur une femme spécialiste des grottes et des boîtes? Sûrement pas moi, à moins que je ne me trompe. La déformation professionnelle de Micardis fut pour Micardis d'un grand secours. Car au moment où le pontacle, excédé par ses aveux, se jeta sur elle toute griffe dehors, la petite assistante scolaire, si mince et pâle, crut voir sa dernière heure venir. Ce qui ne l'empêcha pas de s'écrier « Oh, une boîte! C'est incroyable! » Le pontacle en fut tout retourné. Depuis des siècles, où il se lamentait sur la banalité de cette boîte misérable, l'entendre être qualifié d'incroyable tourneboula ses sens bouleversés. Il en rangea ses griffes au grenier. « Mon copain m'a dit, cria-t-il, que cette boîte était débile. Il n'en a même pas voulu dans sa collection. »
Érotisme et catastrophe. Malgré son surpoids, Micardis était bonne pédagogue et sympa de surcroît. Elle décida de mettre un peu d'eau dans le vin du Pontacle pour tempérer ses ardeurs. Ne sois pas si cruel, Dit-elle. la conjonction n'a de cesse de nous surprendre, et nous en sommes les témoins. Les collections ne sont que des palliatifs à la souffrance contemporaine. Tout part à volo. Qu'importe les copains, les copains, les copains, les copains, les copains. Alors pourquoi aboya le Pontacle. Pourquoi tant de regrets? Pourquoi cette grotte, ici? Pourquoi cette boîte, aussi? Notre rencontre n'est-elle pas le fruit d'une injonction divine? Intense réflexion. Le Pontacle se grattait, laissant échapper des miettes de son cerveau. Micardis ramassa les résidus à l'aide d'une pelle, hésita, puis affirma d'un ton monochrome. Tu sais, il y a des mots qui n'existent pas. Et malgré tout, s'ils existaient, je crois que ce serait moins jovial. Et toi de même. Ne parlons pas de ces choses qu'on ne peut nommer ni contrôler. Pensons plutôt à notre situation actuelle. Demain n'existe sans doute pas. Le Pontacle, pourtant, n'en faisait qu'à sa tête. Il ne pouvait détacher son esprit embué de la boîte, et ses yeux exorbités fixaient l'intérieur vide de la boîte, comme l'intérieur d'une boîte vide. Quand tout à coup, la boîte se mit à suinter, un liquide visqueux et viscéral s'échappait des parois boisées de l'objet. C'était dégueulasse. Micardis hurla, le Pontacle hurla, la boîte aussi. Les yeux révulsés, les cheveux en ordre de bataille. Poséidon sortit de la boîte, entra dans la place et imposa son style. Croyez-moi ou non, ce fut spectaculaire. Après un moment de flottement, le dieu, plein de miséricorde, se mit à propulser du sable par tous ses orifices dans ceux de Micardis. Croyez-moi ou non, ce fut spectaculaire. Outré et déçu, Micardis exprima violemment son mécontentement. Quel manque de tact! Vous n'êtes qu'un sale petit animal désorganisé. Ravalez votre sable et retournez dans votre enclos. Jamais, au grand jamais. Tempêta Poséidon, avec un zeste de réverbe. Les organes d'autrui sont les miens, tant que je ne m'en irai pas. Alors, ferme ta race et touche à ta chatte. Le Pontacle, plein de bonne volonté, chercha à s'interposer. Je comprends votre désaccord, Dit-il d'une voix chevrotante pleine de vocodeurs. mais de grâce, pas de violence en terre sainte. Cette grotte doit être le premier endroit sur terre où l'harmonie trouve sa place, au milieu du paysage rocailleux du monde moderne. Flûte. Sur ces mots, il tapa du pied pour exprimer son mécontentement et écrasa malencontreusement un crustacé bivalve. Micardis. Attention, un crustacé! Le Pontacle. Où ça? Micardis.
Mais là, Elle montre son nombril. Poséidon. C'était notre enfant. Rouge de colère devant ce gâchis infantile, il entra dans une rage folle et vociféra. Je l'aimais et estimais avoir un droit de veto sur son éducation. Il était stupide mais heureux. Fier et courageux, fier et courageux, fier et courageux. À cause de vous, ce n'est plus qu'un truc moche. Le dieu ulcéré se mit à émettre des bruits horribles d'animaux constipés et l'apocalypse arriva. Pleurant de désespoir, il sortit son zizi divin et éjacula sur le peuple naïf. Le monde fut englouti sous cette marée gluante et nul n'en réchappa. Surtout pas Mycardis, qui mourut noyé dans la grotte sans aucune issue. Le Pontacle, quant à lui, en sortit grandi, plein de motivation, posant un regard tout neuf sur ce nouveau monde qui s'offrait à lui. Il se dit qu'il était inutile de se morfondre et décida d'heureux-chef que la vie était belle et qu'il fallait en profiter pour sortir des ténèbres. Le renouveau. Il retourna donc à l'école Saint-Christophe de Tournon-les-Bains, au sein même de la contrée de Pétaouchnok-sur-Thèbes. Le rythme scolaire y était soutenu. Pernanos y veillait, au doigt et au chapelet. Les premiers pas étant les plus difficiles, il fit un bond défiant les lois de la pesanteur et passa le seuil d'une seule traite. mais badaboum, ouille, alala, oulala, bim bam zig aïe. Les huées méprisantes des puceaux commençaient à surgir. Le pauvre Pontacle, à peine avait-il rebondi, glissa grossièrement sur un lémurien, posé là par inadvertance. Bien qu'ulcéré par le comportement de ce fils indigne, Pernanos, après avoir ri grossièrement, n'eut d'autre choix que de l'envoyer à l'infirmerie, ainsi que le lémurien, qui semblait avoir une crise d'appendicite. C'est dans la salle d'attente de cette mégère d'infirmière que le Pontacle discuta pour la première fois avec un lémurien. Je ne t'ai pas causé de douleur trop intense ? Le lémurien, l'air complètement con, regardait le Pontacle avec un air de véritable neuneu, sans dire un mot. Tu ne parles pas ? C'est étrange pour un lémurien, cria le Pontacle. Le lémurien, l'air complètement con, regardait le Pontacle avec un air de véritable neuneu, sans dire un mot. L'apothéose. Fatigué par cette épopée, dont il fut le héros, le Pontacle s'endormit dans la salle d'attente de l'infirmerie. Il fit des rêves bleus. Après 56 minutes de repos, il fut réveillé par une voix nasillarde qui frôlait l'imperfection. C'était l'infirmière, avec ses gros sabots ingrats, qui grondait le Pontacle. Ça fait un bail que tu dors, mon joli cochon. Tu as raté la messe. Ton père est furax. Le Pontacle essaye de se lever en vain. Le Pontacle essaya de se lever, en vain.
enfin. Cesse donc d'essayer de te lever en vain, déclara l'infirmière d'un air hospitalier. Tu t'es cassé le péroné en glissant sur un lémurien. Il t'est impossible de marcher. J'ai dû appeler ta mère, ta chère mère poule. Elle vient te chercher d'ici quelques jours. Et, pour occuper sa convalescence, elle lui offrit une belle boîte vide. Le Pontacle scruta la vieille d'un air surpris et chantonna. J'ai le goût des jolies choses, comme des plus vilaines. Mais cet objet ne me servirait en rien. Il s'intègre mal à l'homogénéité de ma condition. De plus, il ne m'a pas l'air très réglo. Garde-le. Tu as tort, mon joli cochon, dit l'infirmière. Moi, les boîtes, c'est mon dada. J'en connais un rayon. Je ne vois guère l'intérêt d'une telle passion, fût-elle inventoriable, répliqua le Pontacle en se grattant le psoriasis. Quelques minutes plus tard, Antigone arriva pour chercher son fils, dans une camionnette bleue remplie de boîtes en carton. Lève-toi, mon fils. Nous déménageons à Végéta.